pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Ça a été la question de presque tous les jours pendant un temps infini. On passe pour des allumés réellement, quoi. On passe vraiment pour des gens particuliers, quoi. Un petit peu hors norme. Bon, j'ai essayé d'expliquer, de montrer, etc. Puis plus j'expliquais, plus je sentais bien en fait qu'on me prenait pour un dingue. Enfin moi, ma prof, c'était la liste de médicaments qui s'allongeait. Je veux dire que le trouble engendré par cette expérience est très important. C'est-à-dire que c'est un bouleversement dans la vie. J'avais vraiment peur qu'on me prenne pour un allumé, quoi. Parce qu'à l'époque, et même encore maintenant, les médecins, enfin les purement scientifiques sont encore un peu sceptiques. C'est vrai qu'ils ont envie de nous donner des pilules pour essayer qu'on te raconte ça. Il aura fallu attendre 1975 pour qu'aux États-Unis, le livre du Dr Moody, La vie après la vie, révèle au monde entier l'impensable. Des récits incroyables et souvent identiques de personnes qui, ayant frôlé la mort, témoignent d'une troublante expérience. Cette expérience se nomme EMI, expérience de mort imminente, ou NDE en anglais, Near Death Experience. Elle est vécue par des personnes au seuil de la mort, lors d'un coma ou d'une anesthésie. Ces personnes décrivent avoir ressenti des perceptions très fortes, comme un passage dans un tunnel de lumière, une vie à l'extérieur de leur corps, ou encore une rencontre avec des êtres d'amour. Tous sont persuadés que ce qu'ils ont vécu n'était pas un rêve, mais bien la réalité. Voilà, donc cette EMI s'est produite en 1999, c'est-à-dire il y a 10 ans. C'est un accident de santé, c'est pas un accident brutal, tout simplement une varicelle, qui est une maladie plutôt réservée aux enfants, si j'ose dire, et donc qui est dangereuse à un certain âge. J'ai fait une complication pulmonaire gravissime. Je me suis retrouvé donc dans le coma pendant 3 semaines, qui a été prolongé pour des questions de souffrance et de difficultés. Donc voilà, l'EMI a commencé dans cette phase, donc bien sûr. J'ai eu un accident de la route le 6 mai 2003. En fait, je conduisais, je revenais d'un entretien professionnel. Et en fait, je conduisais donc sur une départementale, normalement. Et à un moment donné, donc il devait être à peu près 12h30, je savais l'heure parce que j'avais regardé l'heure, parce que pour appeler mon conjoint, que j'étais un peu en retard. Et en fait, là, tout d'un coup, l'accident est arrivé. La médecine et les neurosciences doivent reconnaître le phénomène. Je pense, malheureusement, que trop longtemps, il y a eu un manque de confiance quelque part dans nos patients. Et trop longtemps, ça a été un tabou. C'est quelque chose de tellement particulier que les patients ont eu peur d'en parler, certainement aux médecins. Et je pense que ça, finalement, a changé. Des études ont montré que le phénomène est réel, est observé partout dans le monde, peu importe la culture, que par contre, il y a des composantes culturelles qui vont déterminer plutôt le contenu de différents de ce vécu subjectif. Mais pour moi, c'est une réalité physiologique qui mérite vraiment d'être étudiée. J'ai fait mon EMI suite à un accident vasculaire cérébral. J'ai vu les secours arriver. Je me rappelle très bien le moment où on m'a conditionné, où on m'a mis dans le matelas coquille. J'ai senti en fait l'hélicoptère qui se soulevait. Et ma dernière pensée, ça a été « c'est bon, tu t'en vas, c'est bon, on va te sauver ». Voilà. Et puis à partir de là, j'ai sombré dans le coma. Le souvenir d'après, entre le fait de « hop, je décolle, je m'en vais, c'est bon, je pars à l'hôpital », le réel d'après, ça a été ouvrir les yeux au déchocage. Et entre ces deux moments, et ben voilà, j'ai fait une expérience de mort imminente. On commence à se demander un petit peu si c'est un phénomène récent. Alors on a d'abord découvert dans une première étape qu'on a des témoignages de ce genre depuis la plus haute antiquité, en grec ou en latin, et également des témoignages dans toutes les autres cultures. Depuis la préhistoire, en passant par le Moyen-Âge, toutes les grandes civilisations ont toujours cru qu'il y avait une expérience après la mort
et que cette expérience se manifestait au travers de leur chaman ou au travers donc de personnages à qui le groupe avait dévolu ce rôle social. Voilà, en fait, à 24 ans, j'avais une vie de chef d'entreprise, autodidacte complètement, déjà bien affirmée. Et en fait, c'est un faisceau d'éléments, de difficultés, à la fois professionnelles, sentimentales, qui sont venus en quelques jours complètement m'anéantir. Voilà, je me suis retrouvé anéanti à un tel point que je me suis amené tout seul. Enfin, j'ai été amené dans la vie à vouloir mettre fin à mes jours. 1949, date fatidique pour moi, puisque j'avais 20 ans et j'ai fait mon service militaire. Une balle a explosé dans ma poitrine. L'officier qui commandait la compagnie m'a mis sur une jeep et on m'a embarqué pour aller à l'hôpital. Et puis à ce moment-là, je suis un petit peu tombé dans les pommes, dans la mesure où j'avais quand même perdu beaucoup de sang, j'étais fatigué, faible. Et je me suis retrouvé sur une table d'opération. Et puis je suis tombé à ce moment-là dans un trou noir. On ne peut pas expliquer actuellement l'expérience de mort imminente. On a des hypothèses qui pourraient expliquer certains éléments de l'expérience. On n'a aucune hypothèse qui permettrait d'expliquer l'ensemble de l'expérience. Toutes ces hypothèses, il n'y en a aucune qui permettrait d'expliquer cette étape de ce qu'on appelle donc la out-of-body experience ou la décorporation, où là, on a quand même maintenant un grand nombre de cas qui sont documentés, où des personnes ont rapporté avoir vu ou entendu des faits qui se sont produits soit à côté d'elles, à côté de leur corps physique, ou même dans d'autres lieux, pendant ce laps de temps où elles étaient, en tout cas, en mort apparente, on va dire. J'étais dans notre maison de campagne familiale, c'était un soir d'été très simple, et puis ma grand-mère découvre que le lampadaire de l'entrée ne marche pas. Et donc je lui dis, bouge pas, je vais y aller. Et comme j'étais un peu une sauvageonne, j'étais toujours pieds nus. Et donc quand je me suis approchée du lampadaire, j'ai saisi le lampadaire donc sans regarder, et il n'y avait pas d'ampoule et quelqu'un avait laissé la prise en fait attachée, donc branchée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je devais avoir les mains un peu humides, et comme le lampadaire était en fer forgé, le courant courait dans le lampadaire et moi j'étais pieds nus, donc ça faisait circuit fermé. Donc je suis restée collée, puis l'électricité a couru et puis c'est comme on a tous les muscles qui tétanisent, on se met à trembler, et puis je me suis mis à crier comme on crie dans les films d'horreur, c'était vraiment horrible, ça a résonné dans toute la maison. On a un phénomène qui est totalement reconnu par la communauté médicale et scientifique, et en même temps on n'a pas d'explication depuis une trentaine d'années. Donc la conclusion, c'est qu'a priori, on peut se trouver devant un phénomène nouveau sous les yeux de la science et de la médecine. Donc, dans ces cas-là, la première des choses à faire, c'est de l'explorer, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce sont plusieurs épisodes, effectivement, de patients qu'on a pu prendre en charge, notamment en secteur préhospitalier, c'est-à-dire en SAMU, où on se retrouve avec parfois des réanimations cardio-pulmonaires de patients qui sont quasiment en état de mort apparente, qui sont le plus souvent assez prolongés, pour lequel on est en droit de penser que malheureusement on ne va pas pouvoir sauver le patient, et sur des récupérations parfois inespérées. On a des témoignages a posteriori des patients qui sont effectivement assez troublants, avec des rapports de perception, soit de ce qui s'est passé pendant la réanimation, alors qu'on est en droit de penser que ces gens-là manifestement ne voyaient rien, n'entendaient rien, n'avaient pas de perception sensitive ou douloureuse de ce qui se passait. Et alors qu'ils nous rapportent qu'ils ont effectivement entendu des bribes, voire, alors parfois c'est un petit peu plus ésotérique, mais effectivement des perceptions qu'on va qualifier de beaucoup plus globales et de beaucoup plus, on va dire, intrigantes, de gens vus par exemple à travers des murs, à travers des pièces, et c'est vrai que ça pose des questions. Le 9 octobre 1996, quelques jours après mes 21 ans, j'ai été victime d'un accident de la voie publique. J'ai été fauché par une voiture le matin en traversant la route. J'étais presque arrivé au trottoir, d'après le rapport de la police, quand le gars m'a fauché. Donc effectivement, mon choc a été assez violent, puisque les pompiers et le SAMU m'ont retrouvé à peu près 30 mètres de la voiture, 30 mètres du point d'impact. La violence du choc m'a plongé dans le coma tout de suite, et j'ai fait durant mon coma une ENDE. Il existe peu de chiffres précis sur le phénomène.
Mais en croisant plusieurs statistiques provenant de différents pays sur ces 20 dernières années, on peut estimer aujourd'hui que 4% de la population mondiale aurait vécu une EMI. Il serait 12 millions aux États-Unis et 2,5 millions en France. Toujours en France, selon une enquête hospitalière, 15% des patients ayant subi un arrêt cardiaque ont témoigné avoir vécu une EMI. Nous avons donc choisi de donner la parole à ces témoins précieux et tenter de faire le point sur les connaissances actuelles d'un phénomène que la science commence à prendre au sérieux. Je me suis retrouvé debout dans un tunnel. Un tunnel parfaitement cylindrique. Et les parois n'étaient pas lisses, les parois étaient couvertes de pavés. De pavés comme il y a dans les rues de Vieilleville ou même dans certaines rues de Paris, il y a des rues complètement pavées, que c'est pavés lisses. Et les parois avaient l'air humides et reflétaient une lumière extrêmement blanche, extrêmement vive qui venait du fond du tunnel. C'est contradictoire, mais c'est une lumière très très blanche, très très vive, mais qui n'éblouit pas du tout. Et en plus de ça, qu'il y a une espèce... C'était une lumière qui avait l'air... Ça va paraître complètement fou, mais qui avait l'air un petit peu vivante, comme si c'était une présence. J'étais dans une lumière, dans quelque chose d'un peu vert, un peu verdâtre, une ambiance très cotonneuse, très silencieuse. Il n'y avait pas de bruit, mais alors vraiment pas du tout de bruit. Il y avait une lumière blanche, en fait c'était une ligne blanche, un blanc très luminescent, quelque chose de très intense, un blanc qui n'existe pas ici. Et en même temps, ce n'était pas du tout aveuglant, ce n'est pas du tout gênant. Je n'ai pas vu de tunnel, ni de lumière. Par contre, ce qui s'est produit est difficile à expliquer. En fait, pour dire une généralité, c'est que j'étais dans un état de perception très différent de ce qu'on connaît dans un état normal. Je veux dire, que ce soit les sens, la vue, je ne veux pas dire que j'entendais à ce moment-là, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comme si j'avais été l'environnement, tout et rien en même temps, tout en gardant une part d'individualité, c'est-à-dire pas d'individualité, mais oui, j'étais encore quelqu'un, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. Je me suis en fait retrouvée dans une prairie verte, qui était très très jolie. En fait, c'était étonnant parce que l'herbe, elle me semblait vraiment extrêmement vivante, comme si l'herbe, elle avait une conscience, on peut dire ça comme ça. Et en fait, l'herbe était, le panorama était comme à l'envers, c'est-à-dire que le ciel était en bas et l'herbe était en haut. Donc, je me suis dit, je vais faire une roulade pour me mettre dans le bon sens, en fait. Et c'est là que j'ai vu que j'avais pas de corps. Alors, j'étais un peu surprise, mais après le mouvement de surprise, j'étais dans le bon sens. Et sans aucune transition, je ne sais pas pourquoi, j'ai été projeté vers cette lumière. Ou c'est la lumière qui est venue très rapidement vers moi, ou c'est moi qui étais projeté vers la lumière. J'ai plutôt l'impression que c'est moi qui ai été projeté à une vitesse fulgurante vers cette lumière-là. Je me suis retrouvé derrière, debout, dans une grande prairie, un grand champ, avec de l'herbe qui était... pas de l'herbe tondue, c'est vraiment de l'herbe sauvage qui devait faire, je sais pas, 10-15 cm de haut. Très verte, avec plein de petites fleurs parsemées, des fleurs sauvages un peu partout. Je me suis réveillé en haut d'une pièce que je ne connaissais pas, avec où je pensais que c'était une salle d'opération, bien sûr, parce que je voyais qu'on opérait un individu sous un drap bleu. Et je me suis retrouvé surpris, étonné, bien entendu, mais nullement inquiet. Je n'étais pas inquiet du tout, c'était curieux comme état. Et puis j'étais là, en haut, ne sachant que faire, ou qu'est-ce qu'il m'arrivait, lorsque brusquement je me suis intéressé à ce que faisait le chirurgien. Et à ce moment-là, je suis arrivé à la pointe du bistouri du chirurgien
en une fraction de seconde, instantanément. J'ai eu envie de le voir, plouf, je l'ai vu. Moi, tout ce dont je me souviens, en fait, ce sont, comment dire, c'est une sensation, voilà. J'ai eu une sensation de tomber. Quand j'ouvre les yeux, et ben là, voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que je me vois au-dessus, enfin, je suis comme si j'étais collé au plafond, je me vois au-dessus de mon corps, et puis je peux voir toute la pièce. C'est comme si, en fait, ma vue était, enfin, toute la pièce était ma vue. Je voyais vraiment, c'est plus qu'à 360 degrés, j'avais une vue sphérique. Au moment où j'ai senti le cœur qui s'est contracté, en fait, dans un coup vraiment ultime, et donc c'est comme si j'avais lâché prise. Et donc je me suis retrouvée à très peu de distance de mon corps d'abord. Donc je le voyais trembler, je voyais ma grand-mère qui courait autour pour essayer de débrancher, de trouver une solution. Et moi j'ai tout de suite eu une sensation de paix intérieure, mais alors tout de suite, et de détachement par rapport au corps. Ça, je m'en fichais complètement, d'ailleurs ça m'appartenait pas en fait. J'ai noté une chose tout de suite, c'est que j'ai découvert que je pouvais voir à 360 degrés. Mais ça, je l'ai réalisé après. Mais sur le coup, je voyais à 360 degrés, c'était tout à fait normal. Je voyais les choses parce que je me concentrais dessus. Mais si je ne me concentrais sur rien, je voyais tout autour de moi, au-dessus, en bas, et je flottais. Je n'étais pas les pieds sur terre. Voilà. Je pouvais voir devant, je pouvais voir à droite, à gauche, en haut, en bas, en même temps. Je voyais à 360 degrés. Tout était tellement agréable, je peux dire agréable, que rien ne m'étonnait, ne m'effrayait, j'étais bien. Ensuite de quoi, si vous voulez, je me suis rendu compte aussi que je pouvais voir des choses bizarres, comme une plaque sous la table d'opération. Et disons que cette plaque, c'était une plaque de 18 cm, arrondie, avec marqué « Armes et cycle de Saint-Étienne », une plaque verte avec des lettres blanches. Et ça, c'est la chose qui est le plus important, car, si vous voulez, je pense que scientifiquement, je suis un des rares, alors que le médecin, homme scientifique, a pu vérifier tout ce que j'ai dit. Quand j'ai été un peu mieux, je lui ai dit « Mais docteur, je sais que sous votre table d'opération, il y a une plaque que j'ai vue, marquée Armes et cycle de Saint-Étienne. » Ben, il m'a dit, tu fabules, il y a des années que je me sers de cette table. D'ailleurs, il y a un molleton, donc tu ne pouvais pas le voir. Et puis, pour plus de simplicité, je vais aller voir. Donc, il est parti, il est revenu, 10 minutes plus tard, blanc comme un linge, en me disant, elle y est. Donc, si vous voulez, ça ne faisait que confirmer que tout ce que j'avais vu, c'était la réalité. Il suffisait que je pense à quelqu'un pour être en prise directe avec cette personne. C'est-à-dire, je pouvais entendre des communications téléphoniques, entendre des conversations qui n'étaient pas sur les lieux, puisque les personnes n'étaient pas là, et capter tout un tas de choses qu'on ne capte pas effectivement dans des périodes de vie normales. Pour en être vraiment persuadé, c'est simplement qu'en sortie de mon coma, j'ai décrit au chef des urgences une scène où il était présent avec 2 collaborateurs et une infirmière. Et j'ai pu retraduire toute leur conversation à ce moment-là, pensant que je l'avais réellement vécu et vu, entendu avec les sens habituels. Or, il était un petit peu étonné, d'ailleurs un petit peu réfractaire à ce sujet, puisqu'il a été un petit peu goguenard sur le moment en me disant « Vous avez vu la lumière, vous aussi ?» Je dis « Non, mais par contre, je peux vous donner des détails sur les examens que vous m'avez faits. » Ils étaient très étonnés de la précision de ce que j'ai pu raconter, c'est-à-dire les dialogues, c'était fais voir la vésicule, ah ouais, c'est de la boue, hein, c'est de la boue cette vésicule. Amène sur le foie, oh là, ce foie il est énorme quoi, il est énorme, c'est qu'un édème ce type, hein, c'est qu'un édème. Et puis l'autre qui dit amène sur le cœur pour voir, là, fais voir le ventricule, t'as vu la taille du cœur, le ventricule, c'est énorme, c'est énorme. Et il y en a un qui a répondu, c'est peut-être parce qu'il a un gros cœur qu'il est encore vivant. Voilà, et ça, je pense que c'est des dialogues, s'ils avaient eu le moindre doute sur mon état, je crois qu'ils se seraient un petit peu censurés parce que, à ma place, effectivement, pour moi, j'ai senti que c'était foutu, quoi. Et là, en un claquement de doigts, mais plus court qu'un claquement de doigts, je me suis retrouvé, je sais pas, comme je suis changé d'état, je me suis retrouvé dans ce que j'appelle le néant
infini, parfait. Je me suis retrouvé dans le noir, le vide, j'ai envie de dire le rien, mais oui, rien, c'était rien. Et là, j'ai vu un petit point blanc. Mais un petit point blanc, mais j'aurais presque pu m'en fiche, ne même pas m'en rendre compte qu'il y avait ce petit point blanc. Et le fait d'avoir mon attention captée, attirée par ce point blanc, je ne sais pas si c'est moi qui ai été vers ce point blanc ou si c'est ce point blanc qui est venu vers moi, mais comme ça, instantanément, je me suis retrouvé dans une lumière. Je suis voyagé dans l'hôpital, j'ai vu des dortoirs, la salle des infirmières, enfin, etc. Et je suis revenu à ce moment-là, à nouveau, dans la salle d'opération. Et à ce moment-là, j'étais pas aspiré, mais attiré. J'ai été attiré vers le fond de la salle et je suis passé au-dessus de la personne qu'on était en train de charcuter. Je me rappelle être passé au-dessus de ses pieds, être redescendu et remonter légèrement dans un tunnel, une espèce de tunnel. C'était nuageux, grumeleux, et je suis monté dans ce tunnel. Et je me suis retrouvé dans un espace très noir, mais un noir vraiment noir. Ouais. Je me rappelle en détail, hein, même 13 ans après, les premiers êtres vivants que j'ai vus, c'était un lapin. Un lapin qui est arrivé par l'arrière, qui m'a doublé par la gauche. Un lapin blanc. Et quand il a été devant moi, il s'est retourné, il s'est redressé sur ses pattes, il m'a regardé. Et puis il est reparti. Et il s'est dirigé vers cette grande butte qu'il y avait au fond. Une personne est apparue devant moi, sortie de je ne sais pas où, parce qu'en face il y avait une butte et j'ai vu arriver de nulle part un personnage habillé en blanc, un personnage très très lumineux. Et ce personnage s'est rapproché de moi, mais vraiment comme si elle flottait légèrement au-dessus du sol. C'était une femme habillée avec une robe, un genre de robe tout en voile blanc, translucide, et robe qui descendait au ras de l'herbe. Et quand elle a été je sais pas, à une distance où j'ai pu la reconnaître, j'ai reconnu Claudie. Claudie, c'était ma tante qui s'était suicidée 6 ans auparavant, je crois, 90. Et au bout de cette lumière blanche, il y avait un halo. Et dans ce halo, il y avait des silhouettes. Et c'était mais que des personnes qui me connaissaient sur le bout des doigts, parfaitement bien. Moi, je ne les connaissais pas. Je n'avais pas le sentiment, en tous les cas, de les connaître. Donc je me suis dit, je vais y aller, je vais aller voir comment ça se passe. Et en même temps, je savais que si j'allais au bout de cette ligne blanche, je ne reviendrais jamais. Je savais que je partais vers la mort. J'en étais consciente de ça. Mais j'avais absolument pas la nostalgie ou de la peine de quitter mon entourage, mon boulot, ma maison, mes amis, tout ce que je peux avoir ici. Et donc, j'ai commencé à m'approcher un petit peu de ce halo et de ces silhouettes. Et plus je m'approchais, et mieux j'étais. Et j'ai regardé devant moi parce que je ne savais pas où j'étais. Et donc, au loin, j'ai vu des êtres qui arrivaient vers moi. En fait, ils avaient, on va dire, comme une espèce de silhouette humaine. Mais bon, on ne peut pas dire comme nous, avec des bras, des jambes et tout ça. J'ai pas vu ça. J'ai vu juste une espèce plutôt de forme qui ressemble à une forme humaine. Et donc, ils étaient blancs, mais blancs lumineux. En fait, blanc, je ne sais pas trop comment le décrire. Peut-être comme une lumière de plateau. Ou comme la lune. Un peu comme ça, blanc, encore plus lumineux que ça. Quand je les ai vus au loin de cette clairière, et ils sont arrivés en glissant, on va dire, sur l'herbe. Ils ne marchaient pas vraiment. Et là, donc, ils étaient sur 2 files. Une file devant les petits, une file derrière les grands. Et en fait, ils sont arrivés. Et là, c'était l'amour total, l'amour absolu. Ce qu'on peut-être on appelle l'amour inconditionnel sur Terre.
À un moment, sur la droite, est apparue une forme qui ressemblait, ça peut ressembler à une personne, mais c'était comme un nuage rose tyrien. Et c'était plus grand que moi et ça dégageait beaucoup d'amour. Un amour inconditionnel extraordinaire. Moi, j'étais en paix. Alors ça, c'était génial. Plus de stress, plus d'angoisse, plus de peur, plus rien, plus de colère, rien. Juste un état de bien-être absolu. Et l'être de lumière m'a dit « regarde ». Et en fait, il ne dit pas avec des mots, il me l'envoie en pensée. C'est-à-dire c'est la transmission de pensée et ces mots résonnent en moi. Et un écran est apparu. C'était un écran rectangulaire. Aujourd'hui, à l'époque, les écrans plasma n'existaient pas, mais ça pourrait être l'équivalent. Sauf qu'il n'y avait pas de cadre. C'était un peu nuageux autour. Et puis, c'était d'abord blanc. Et puis après, j'ai vu 14 années de ma vie défiler. L'être de lumière ne me jugeait pas du tout. C'est-à-dire c'est moi qui ai jugé mes actes. Et j'étais déçue, en fait, par ce que j'ai fait. J'étais déçue par mon avarice d'amour, mon avarice de communiquer ce que je ressentais de bon. Et l'être de lumière m'a dit « Bon, alors, est-ce que tu es prête à partir? Est-ce que c'est bon, c'est OK ?» Moi, je regardais l'écran, je disais, bon, oui, 14 ans, je suis un peu jeune pour mourir, mais bon, si c'est le moment, allez, j'y vais. Et j'ai dit, OK, d'accord. Et bien, j'y allais tranquille, moi, je n'avais pas de problème. Pour moi, finalement, la situation s'était calée, tout était bon. Et donc, au moment où j'ai dit, OK, il y a un truc étonnant qui s'est passé. J'ai eu la sensation que ma tête s'ouvrait, en fait, et qu'il y avait une espèce de douche qui m'est tombée, mais d'un coup, boum, et il y a eu des milliers d'informations. Et en fait, moi, je dirais, c'était comme mon dossier d'âme, enfin, ma bande d'archives d'âme, en fait. Alors, c'est très difficile à expliquer, mais c'est-à-dire que d'un coup, je me suis souvenue des vies antérieures, pourquoi j'étais venue là, c'était quoi le but de la vie, qu'est-ce qui était vraiment important, et puis surtout une reconnexion à quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'a pas de... simplement l'amour absolu, l'amour inconditionnel qui vous emplit complètement et vous êtes dans un bien-être absolu. Et au bout d'un certain temps, j'ai vu au fond de cette noirceur une espèce de lueur qui s'est dégagée. Et puis cette lueur a grandi, a grossi. Et elle s'est transformée, elle s'est un petit peu restreinte, et elle s'est transformée en lumière. Mais une lumière d'une puissance, pire que les spots qui nous entourent. Et alors, elle s'est approchée de moi, et au fur et à mesure que cette lumière s'approchait de moi, j'étais de plus en plus heureux. Mais un bonheur qui était pas terrestre, je ne peux pas dire, je n'ai jamais connu cela. Cette lumière, il y a eu une discussion avec elle, il y a eu un échange, et surtout le sentiment que j'avais, c'était que cette lumière m'aimait. Et près de cette lumière, brusquement, je me suis rendu compte que je savais tout, je connaissais tout. Je connaissais tout, la botanique, les mathématiques, j'avais la science infuse, absolument. J'étais, tout en étant moi, j'étais cette lumière. Et pourtant, cette lumière était distincte, mais on ne faisait qu'un. C'est la sensation, le sentiment d'amour, encore le sentiment d'amour, c'est piètre, c'est réducteur. Et je baignais, mais littéralement, dans un bain d'amour. C'était très léger, j'étais très doux, c'était très doux. Et comme une sensation de dilatation, d'osmose, de symbiose parfaite. Sans être réducteur, mais c'est tellement puissant, c'est tellement beau. Moi, j'appelle ça l'amour de Dieu, mais c'est absolument pas par dogmatisme ou par religiosité. Et donc, en fait, cette lumière m'a demandé, écoute, puisque tu es là, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as à montrer, quoi, voilà. Et là, j'ai revu plein de scènes de ma vie, quoi. Alors, c'est pas chronologique. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai revu ces scènes-là, c'est pareil, c'est très curieux à décrire parce que j'étais l'ensemble de la scène, j'étais le paysage, les choses, j'étais aussi toutes les personnes qui y étaient, et moi incluse dedans, et en même temps, comme un tiers détaché de tout ça, qui observait tout ça.
je me rends compte qu'en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est des scènes de vie, de ma vie, des moments de scènes de ma vie de tous les jours. Un soir, bon, je rentrais, tout ça, et j'ai fait couler un bain pour ma conjointe. Et ça n'a rien d'extraordinaire hein, de faire couler un bain pour ma conjointe. Et pourtant, on m'a montré tout ce qu'il y avait comme énergie, comme amour dans cet acte-là, et tout le bien, enfin tout ce que ça peut générer comme ça. Et voilà, en fait, c'est plein de petites scènes, excusez-moi. C'est plein de petites scènes comme ça de ma vie. Dans le sens où je veux dire que je l'ai feuilleté, c'est-à-dire que j'ai été en avant dans le livre, sans le vouloir, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés des scènes de ce livre, d'un livre, le livre de sa vie, qui n'avait pas eu lieu avant l'EMI, donc qui était à venir. Sur le moment, je ne les avais pas perçus comme des scènes à venir. Je les avais perçus simplement comme des scènes fortes, où j'étais spectateur, voire un peu acteur. La première scène, quand elle s'est vraiment produite, j'ai compris que c'est bien de ton avenir qu'il s'agissait. Donc, certaines scènes, je les ai décrites à des proches, avant qu'elles ne se produisent. Et il est très difficile d'amener une preuve, d'ailleurs, je ne cherche pas à en amener. C'est-à-dire que, pour moi, c'est clair, c'est bien ce qui s'est produit et que j'ai vu, ce que j'ai vu. Ces visions du futur, ce livre qu'on feuillette, à tout moment, il est consultable. C'est-à-dire que la notion de temps, de chronologie n'existe pas. Pour moi, elle n'existe plus. C'est-à-dire je sais que je suis contraint dans ma vie terrestre, dans mon enveloppe charnelle, de suivre, d'aller de ma naissance à ma mort. Or, dans cette expérience EMI, ces contraintes-là n'existent pas. Alors cet amour, c'est ça aussi, je pense, qui m'émeut, au-delà de l'accident, hein, parce que l'accident, c'est une chose. Mais cet amour, c'est un amour qui... On a du mal à le décrire ici, parce que c'est un amour qui n'existe pas ici, sur Terre. C'est un amour qui remplit, en fait, tout l'espace. Et qui... c'est un amour qui se dégage, en fait. Donc c'est un amour qui, voilà, qui est là, qui est infini. C'est un peu, on pourrait dire peut-être la béatitude. Elle était très belle, très lumineuse, elle n'avait aucun signe de vieillesse, une peau très blanche. Elle ne m'a pas dit beaucoup de choses. Elle était très directe, elle m'a dit « je ne veux pas que tu ailles plus loin. Je te laisse regarder autour de toi, mais il faut que tu fasses demi-tour, Sandrine t'attend. » Sandrine, c'était ma petite amie de l'époque, et c'était l'argument pour que je fasse demi-tour. Ce qui est dramatique, c'est que je suis persuadé que si elle m'avait donné comme argument une autre personne, mes parents, mon frère, ma soeur, mes grands-parents, j'aurais pas fait demi-tour, ça me fait peur quand j'y pense maintenant. Et j'ai fait demi-tour, je me suis réveillé. C'était début décembre 1996. Effectivement, au cours de l'EMI, il y a eu un événement effectivement qui est marquant. J'ai des difficultés à les replacer chronologiquement, mais celui-là, je sais à peu près à quel moment il s'est situé. Il s'est situé vraiment à la fin de l'expérience. Peu avant la sortie du coma, j'ai rencontré dans cette phase de perception quelqu'un qui m'a dit là il faut faire un choix, ou vous rentrez ou vous restez. Et ce choix il me paraissait simple, je rentrais puisque j'avais envie. La difficulté dans cette EMI, c'est qu'on a contact avec tout le monde, on entend, on voit. Communique pas. Et quelque part, le choix que j'ai fait de revenir, c'était probablement pour mes enfants, parce que quelque part, j'avais besoin d'être là pour mes enfants, et ce qui après m'a paru un peu stupide d'ailleurs, à vrai dire, après avoir fait le choix. J'ai fait ce choix, mais ne comprenant pas ce qu'il impliquait, c'est-à-dire que cette transparence, cette limpidité dans laquelle j'étais, cette facilité, j'avais pas la notion à ce moment-là que j'allais rebasculer dans quelque chose de très difficile à vivre. Et ça a été très galère. Hein. Le retour a été très galère, douloureux, à tous les points de vue. À un moment donné, j'ai entendu une voix, par contre ça c'était une voix féminine, qui m'a dit « on ne te veut pas ». Je me suis dit « ben tiens, elle est gonflée celle-là, pourquoi elle ne me veut pas ?»
Ils ont tous l'air très heureux, très bien, mieux que moi. Tu veux t'obstiner à continuer à avancer, je vais te montrer pourquoi on ne te veut pas. Et donc à ce moment-là, j'ai vu ma tombe, mais vraiment ma tombe. Il n'y avait aucun doute, c'était vraiment la mienne. Et devant cette tombe, il y avait 2 enfants, qui sont les enfants de ma meilleure amie d'enfance. Et ces 2 enfants, ils étaient mais alors extrêmement malheureux, ils pleuraient tout ce qu'ils savaient. Et donc, comme c'était vraiment très douloureux et inconcevable pour moi de les laisser dans cet état-là, j'ai pris la décision, parce que c'est vraiment une décision, de faire le chemin inverse, de revenir à la vie. Et c'est là où c'est difficile, parce que la difficulté, en revenant, en faisant le parcours inverse, c'est qu'on reprend possession de son enveloppe corporelle, avec tout ce qui va avec, tout l'environnement, le bruit, après la douleur physique, tout ce qui est autour. Moi, j'ai vécu ça comme une agression, réellement comme une agression. Malheureusement, ou heureusement, on va dire les deux, parce qu'il faut donner 50-50, ma grand-mère a trouvé un moyen avec mon frère de me débrancher, débrancher le corps, en fait. Et comme le corps, sensiblement, est encore viable, ça a été immédiat, c'est-à-dire c'est comme un aspirateur, je suis repartie direct dans le corps. Et là, ça a été terrible pour moi, parce que d'abord, j'étais prête à partir, donc j'étais dans l'idée de partir, mais c'est surtout la souffrance physique que j'ai ressentie. D'abord, j'avais l'impression de réintégrer une boîte de sardines, c'était vraiment cet effet-là, trop petit, froid, dur, et puis en plus, et j'avais surtout la sensation d'être extrêmement mal encastrée dans le corps. C'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir la tête au-dessus du crâne, en fait, et d'avoir mes yeux au-dessus du crâne. Et je voyais rien, j'étais aveugle, je les voyais pas. Je les entendais, je les sentais, mais je les voyais pas. Puis au bout d'un moment, j'ai fini par terminer de me réintégrer dans le corps. Et puis voilà, et puis c'était fait. Et au bout de certain temps, cette lumière s'est éloignée. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas la lumière qui s'éloignait, c'est moi qui repartais, et c'est moi qui recommençais à redescendre dans le tunnel avec une tristesse infinie. J'ai réintégré par la fontanelle. Et je suis rentré dans ce corps qui est devenu mon corps, et j'ai épousé ce corps, souvent, comme je le dis, comme on épouse un gant, comme une main épouse un gant. Et j'ai recommencé à souffrir à partir de ce moment-là. Alors après, donc tout s'est arrêté tout d'un coup, c'est-à-dire que j'ai quitté cet endroit, j'ai quitté ces êtres merveilleux, et je me suis retrouvée de nouveau dans la voiture. Et là, c'était très violent, parce que la douleur, déjà, c'était intolérable, la douleur dans le corps. Et en fait, il y avait quelqu'un à côté de moi, un pompier, qui m'a dit, en fait, ouvrez les yeux, il faut ouvrir les yeux. Donc j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le volant déformé. J'ai compris tout de suite que c'était très lourd, parce que j'ai vu tout de suite un peu comme ça la voiture qui avait l'air déformée et la douleur qui était vraiment immense dans tout mon corps. Donc j'ai compris que c'était grave. On m'a emmené, j'ai pas de mots, mais on m'a emmené dans l'univers création. Et en fait, j'étais à la fois ce tout, cette immensité parfaite, cette infinité, et je me suis senti traversé, mais d'une énergie. Ce bain d'amour dans lequel je baignais m'a été encore plus fort de cette énergie, je vous assure. Et là, j'ai réintégré mon corps. Depuis que j'ai intégré mon corps, je vous assure, je mesure et je pèse le sens et le poids de l'incarnation. C'est moi qui dis que c'est atroce, parce que j'ai conscience d'où je viens et ce que j'ai vécu. Et je me sens tellement limité, c'est pénible. Bon, maintenant j'ai appris à vivre, hein, mais c'en est presque douloureux et déprimant au début, quoi, voilà. Alors l'hypothèse psychologique, en fait il y en a une, en gros, c'est qu'on aurait affaire à un mécanisme de défense qui se mettrait en route au moment de l'approche de la mort, et qui serait une sorte de défense de l'ego qui mettrait en scène tout un scénario possible de survie pour lutter contre
contre la terreur même que lui inspirait son propre anéantissement. Vous voyez donc un hémisphère, le tronc cérébral, et vous voyez en bleu les régions qui vont être le plus atteintes en coma. Et il est intéressant de s'arrêter devant cette région-ci, la jonction temporopariétale, où des chercheurs suisses ont trouvé par hasard, chez des patients qui avaient en fait une lésion dans le cerveau, ils ont stimulé cette région et cette patiente, c'était une femme, a raconté avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est de savoir se voir haut de la pièce, avoir eu expérience out of body, et puis on l'a fait et refait, et chaque fois c'est wow. Et je pense que c'est une étape qui arrive à faire le lien entre quelque chose de très particulier et quelque chose de très concret, matérialiste, qui est l'activité neuronale dans une partie du cerveau. J'avais vraiment peur qu'on me prenne pour un allumé, quoi. Déjà, ma mère m'avait dit, tu fais attention à qui t'en parles pas au docteur de ce que tu viens de nous raconter. Hein. Ce qui fait qu'on met du temps à en parler, en fait, c'est que on a peur du regard des autres et du jugement de valeur des autres. Elle fume, elle boit, elle n'est pas bien, elle est normale, elle n'est pas normale. Moi, je me suis retrouvée confrontée, c'est vrai, à une certaine solitude par rapport à cette expérience, parce que je ne voyais pas très bien à qui en parler. Je n'étais pas trop branchée pour en parler à des prêtres. Après, je me disais, les personnes, on va dire, qui ne l'ont pas vécu, ils ne comprennent pas trop bien pourquoi c'est si important et si bouleversant. Et pourquoi ça change tant les choses? J'ai étudié pendant 20 ans plusieurs centaines de témoignages. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont concordants, qui laissent penser qu'on peut appréhender ce phénomène d'une manière très simple, sous la forme d'une perception globale d'information. Une perception globale, c'est très simple. Ces personnes vous disent qu'elles ont perçu ce qui s'était passé autour d'elles. On sait en même temps qu'elles n'ont pas pu le voir avec les yeux, qu'elles n'ont pas pu l'entendre avec les oreilles. Donc, le protocole de recherche que nous sommes en train de mettre au point et de lancer va porter essentiellement sur une tentative d'objectivation des perceptions vérifiables durant une expérience de mort imminente. Les étapes du protocole de recherche que Jean-Pierre Jourdan propose et pour lequel on essaie de s'inscrire dans une communauté médicale, c'est, première chose, essayer de définir l'état de mort imminente. C'est quoi? Déjà, ce ne sera pas très simple, il va y avoir un travail collectif là-dessus. Deuxième chose, c'est d'essayer de démontrer, si elles existent, c'est la vraie hypothèse générale de départ, que les perceptions neurosensorielles qu'il y aurait autour des états de mort imminente existent vraiment et qu'elles sont différentes de celles que l'on connaît. L'audition devient différente, les sensations visuelles deviennent différentes. Il y a peut-être cette notion de perception globale des sens qui est différente. Tout ça, c'est des choses que l'on imagine ou que l'on croit comprendre par les retours d'expérience des patients, mais il faut dire ça existe ou ça n'existe pas. Et une fois qu'on aura répondu à cette question, si ça existe, et si on peut avoir quelque chose qui permet de le quantifier et de le mesurer, c'est de recueillir des données médicales et des données auprès des patients au plus proche de ce qu'ils ont vécu et non pas des années après. Les mots sont difficiles à placer sur ce qu'on ressent dans ces moments-là, la perception que l'on a. Donc, simplement, par analogie, maintenant, je me raccroche à un bocal avec un poisson rouge. La vie normale, vous êtes le poisson rouge dans un bocal qui aurait, si on veut, un fond sans teint et on ne verrait pas à l'extérieur du bocal. Vous faites l'expérience. Vous êtes à la fois dans le bocal et hors du bocal, c'est-à-dire vous avez une perception de l'océan. C'est comme si le bocal était posé dans l'océan et vous avez accès à l'océan. Rien n'a changé dans le bocal. Votre perception du bocal est la même. Elle est vue avec un environnement beaucoup plus vaste et une vue différente de ce qu'est notre environnement. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un très gros problème avec le vocabulaire qui est employé dans ces récits. Et que souvent, on a des récits qui sont assez stéréotypés, que finalement, tous les témoins emploient un peu le même vocabulaire, et que quand on creuse, assez vite, on a des descriptions qui s'éloignent beaucoup. Et on se rend compte que c'est des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes
que ce que l'on croit. Et j'insiste beaucoup sur ce problème de vocabulaire parce que souvent ça discrédite un petit peu ces témoignages aux yeux des scientifiques. J'ai pas l'impression d'avoir vécu, d'être quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, hein. Je pense qu'il y a plein de gens à qui c'est arrivé qui n'en parlent pas. Si vous voulez, il y a 60 ans, et ça ne s'efface pas, à chaque fois que je vous en parle avec le même bonheur, parce que je suis à nouveau près de la lumière. Et cette lumière, si vous voulez, je pense que j'en ai ramené un petit bout avec moi et que je l'ai toujours en moi. C'est un souvenir qui, je ne sais pas, c'est comme s'il était indestructible, oui. Il est très présent et je me rappelle exactement tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas beaucoup de choses de toute façon. Et c'est un souvenir, oui, qui reste vraiment aussi intense, toujours. Tous les sujets métaphysiques ou la philosophie qu'on a de la vie, des autres, tout ça est bouleversé, c'est-à-dire qu'il y a un changement des valeurs profonds. L'approche des autres est différente, l'approche de l'environnement est différente. Et pour ma part, il y a eu une période extrêmement difficile, l'année qui a suivi cette expérience. J'ai tout changé, je veux dire, j'ai divorcé pratiquement dans les 2 ans qui ont suivi l'expérience parce qu'il y avait une incompréhension totale des changements qui s'étaient opérés chez moi. Et puis moi, j'avais tellement changé effectivement que j'avais des difficultés dans mon couple. Je me suis rendu compte, c'est que souvent, même si les gens disaient avoir vécu quelque chose de merveilleux, de fabuleux, que c'était un cadeau extraordinaire, dans le quotidien, elles ne le vivaient pas aussi bien que ça. Et qu'il y avait finalement, dans certains cas, une réelle détresse. Et parfois même, on pouvait parler de traumatisme dans la mesure où il y avait vraiment un avant et un après. Et un avant et un après la NDE, et que cette transition allait être plus ou moins bien vécue selon, on va dire, le profil psychologique et la personnalité de la personne. Les valeurs ont changé, c'est-à-dire que j'étais plus intéressée tellement par la matérialité. J'étais plus trop intéressée non plus par gagner de l'argent. Et donc c'était assez déstructurant, un peu pour moi déjà, puisque c'est comme si toute ma personnalité changeait. Donc déjà c'est pas très évident dans le rapport à soi-même. Depuis, ça fait 13 ans maintenant. Ça fera 13 ans au mois d'octobre. La vie a quand même une autre saveur. La vie a complètement changé. On ne ressort pas indemne d'un événement comme ça. J'ai non seulement pas envie de mourir, mais j'ai envie de profiter de la vie au maximum, ouais, vraiment. Je vis ma vie avec responsabilité. C'est-à-dire que j'ai un grand sens profond de mes actes. Mes actes ont des conséquences. C'est très important. Il faut que je fasse extrêmement attention à tout ce que je fais. C'est très important. Et le premier des commandements, dire qu'on aime, le montrer, et même si c'est des affections à des niveaux et des forces différentes, peu importe. Se marrer, faire une blague, même une mauvaise blague, mais offrir 5 minutes, 3 grammes de bonheur à quelqu'un, moi j'ai conscience que quand j'offre 3 grammes de bonheur à quelqu'un, la personne va rentrer chez elle, va avoir reçu 3 grammes de bonheur qui peut-être elle va le passer à la personne chez elle, qui elle-même va le recevoir, etc. etc. Et c'est comme un jeu de domino. Je pourrais dire quelque part que je suis rescapée de quelque chose de sublime, d'extraordinaire, d'inimaginable. Forcément, ma vision est directement spirituelle, religieuse, mystique même. Il est évident qu'il y a le point de vue des médecins. Mais je dirais le médecin, les neurologues, psychiatres, tout ce que vous voulez, s'arrêtent forcément à la décomposition du corps. Je pense que finalement, toutes ces expériences aux frontières de la mort ou de mort provisoire sont déjà un passage vers une autre dimension, celle où se trouve Dieu. Et puis alors on se tourne aussi vers les mystiques, bien entendu, chrétiens ou non chrétiens. Et alors là, on en trouve toute une série qui ont fait effectivement des expériences très semblables à celle-ci. Donc là, ce phénomène de la sortie du corps, on a quelques récits très précis. Je pense à Anne-Marie Lindmeier au XVIIIe siècle à Munich. Elle va même demander au Christ de ralentir le processus pour qu'elle puisse mieux l'observer et le décrire à son confesseur. Et puis, ce qui est remarquable chez les mystiques, c'est qu'ils ne vont pas s'attarder dans les étapes intermédiaires. Ils sont vraiment directement appelés à faire une expérience de Dieu. Donc là, ils foncent au niveau le plus élevé de ceux qui ont fait ces expériences aux frontières de la mort, vraiment le niveau, au terme tout à fait de la fusion en Dieu, de la fusion dans la lumière. Je pense que c'est l'histoire de la science, que
une partie de notre pensée magique est remplacée par la pensée rationnelle scientifique. On a eu l'exemple avec le rêve, qui pendant très longtemps est resté, je dirais, le domaine comme la conscience au terme large de la philosophie. Et bien maintenant, finalement, on a les outils. Et avoir les outils, c'est très important en science. Ce qui faisait que Galiléo était un très grand astronome et a pu faire des découvertes extraordinaires, c'est parce qu'il avait des lentilles, des télescopes. Et maintenant, nos télescopes, c'est quoi? C'est ce genre de scanner qui permet de zoomer avec de plus en plus de détails sur l'activité de ce cerveau qui est l'objet le plus complexe qu'on connaît dans l'univers. Certes, on n'a pas encore tout compris de l'activité dans ces milliards de neurones et ces centaines de milliers, de milliards de connexions, mais petit à petit, on va dans la bonne direction et je reste là, un scientifique rationnel mais optimiste. Pour moi, c'est la suite, c'est-à-dire que dans ma compréhension et dans ma croyance d'aujourd'hui, c'est que la vie ne s'arrête jamais en fin de compte. La vie est comme un cercle et donc à un moment donné, on est ici dans des corps évidemment, et puis à un autre moment, on est ailleurs, dans d'autres plans. On passe d'un état à un autre. C'est-à-dire que on est toujours en vie. En plus, je suis la même personne. Je passe de l'autre côté au départ, j'ai les mêmes réflexions, j'ai les mêmes sentiments, mais on a enlevé la peur. La peur, ça appartient au corps. Le stress, ça appartient au corps. Donc c'est la même chose. Je suis en vie d'un côté, d'une façon, et je suis en vie de l'autre côté, d'une autre façon. C'est de passer de l'autre côté du miroir. C'est tout. On passe une porte, voilà. Une porte invisible. C'est comme passer un portique d'aéroport. Voilà. C'est exactement la même sensation. Il est évident que cette NDE, ensuite, on la retrouve à toutes les époques, et plus particulièrement au Moyen-Âge, dans les ars moriendi. Les ars moriendi, c'était l'art de bien mourir. C'était écrit en latin, et pour permettre aux personnes de mieux s'en aller, je dirais, on racontait ce genre d'expérience. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment aussi. C'est de la même... C'est un espoir, cette expérience, pour ceux qui vont s'en aller. C'est plus la désespérance de se dire « ça y est, je suis au bout, c'est fini, on n'en parle plus ». On y croit, on n'y croit pas, peu importe. Mais à la fin, la personne a besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est l'évidence. La mort, alors actuellement, non, la mort ne me fait absolument pas peur. Voilà, je ne la cherche pas, je ne fais rien. Voilà, c'est pour moi. Puis la mort, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La mort, ça n'existe pas. C'est juste passer d'un état à un autre, c'est tout. Voilà, c'est rien de plus. C'est quitter la maison. Là, ça c'est ma maison, c'est ma petite boîte, c'est mon vêtement. Mais c'est tout. Ça détermine pas ce que je suis moi. Ce que je suis moi, c'est bien plus que ça. La vie ne se termine pas avec la mort. C'est une autre chose. C'est un passage, c'est une étape, mais ce n'est pas la même chose. Je le ressens comme une étape, c'est-à-dire que ce n'est pas une croyance aujourd'hui, c'est une certitude pour moi. C'est-à-dire que, et c'est pour ça, je pense que les craintes sont complètement abolies chez moi, les craintes que je peux avoir pour moi-même ou pour même mon entourage. C'est-à-dire que le fait de perdre quelqu'un de cher ne m'effraie pas vraiment, compte tenu de l'expérience que j'ai vécue. Et je vois bien qu'il y a eu un temps, après l'expérience, où j'ai vraiment intégré, j'ai cheminé, j'ai digéré, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à vivre avec moi-même, j'ai appris vraiment, voilà, j'irais à trouver un centre d'équilibre, un point d'équilibre, voilà. Alors, ça rend pas la vie plus belle, hein. La grande différence, c'est que j'ai des choses qui sont plus fortes que ces problèmes-là. J'ai des choses plus belles qui prennent le dessus, voilà. Pour conclure, j'ai suffisamment entendu de témoignages concordants pour avoir la certitude qu'il y a de toute façon quelque chose à chercher là derrière. On ne peut pas se contenter d'explications simplistes, qu'elles soient rationalistes en disant oui, bon, c'est des hallucinations, on n'en parle plus, ou c'est les médicaments, on n'en parle plus, ou alors c'est la conscience, c'est l'âme qui sort du corps, on n'en parle plus. Ça, c'est pas des explications. On est médecin, on est scientifique. Il y a un certain nombre de phénomènes répétitifs qui sont consistants, qui sont cohérents. Il faut les explorer. C'est ma seule conviction intime, c'est qu'il y a quelque chose à trouver là derrière. On ne peut pas laisser tomber ces expériences en les jetant d'un revers de main. Quand j'en parle en tant que scientifique, c'est clair, je n'ai aucune preuve, et là, en tant que scientifique, je doute.
Après, dans mon ressenti personnel, je dirais que mon ressenti est qu'il y a quelque chose après. Oui.